Je tiens à vous remercier toutes les deux, hein, Séverine et Christine, tout d'abord pour cette belle introduction et de me donner surtout l'opportunité de partager mes recherches avec vous. Et je tiens à remercier le projet Puppet Plays, donc financé par le programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne, dans le cadre du Grant Agreement 83 51 93. C'est le petit moment de publicité. Et dirigé par Didier Plassard, professeur à l'Université de Montpellier Paul Valéry. Donc cette présentation est le résultat des recherches menées dans le cadre d'un postdoctorat que j'ai effectué l'an dernier. Et la réflexion est toujours en cours, donc toute remarque pour améliorer ces recherches sera la bienvenue. Ça ne fera qu'améliorer la publication et nourrir ma réflexion, parce que effectivement, c'est un domaine relativement nouveau pour moi. Figure emblématique du théâtre de marionnettes britannique, le personnage de Punch est aujourd'hui bien connu, notamment grâce à sa présence dans les spectacles de marionnettes Hagen. Donc, les marionnettes Hagen sont les marionnettes qu'on infile dans la main. Pourtant, derrière cette image familière se cache un pan méconnu de la culture théâtrale anglaise. Punch, abréviation de Punchinello ou Pulcinello, est une anglicisation du polichinelle italien. Les premières mentions au personnage en Angleterre datent de 1662, lorsque Samuel Pepys rapporte dans son journal avoir assisté à un spectacle de marionnettes donné par une troupe italienne à Covent Garden. Bien loin de la marionnette à gaine traditionnelle, Punch se distingue par l'utilisation de tringles et de fils. Et donc, à la différence des Punch and Judy shows, il n'est pas cantonné aux castelets installés dans la rue, mais il envahit au XVIIIe siècle les salles de spectacle ainsi que des lieux plus privés, comme des auberges ou chez des particuliers, et les théâtres patentés de Londres. Donc à l'image, vous avez un exemple de marionnette à gaine, française cette fois. Ici, l'une des premières représentations de Punch, mais qui n'est pas très claire. Donc c'est la représentation de Martin Powell devant ses marionnettes Punch et Joan à l'époque, l'ancêtre de Judy, qui marque donc le frontispice d'un écrit de Thomas Barnett, A Second Tale of a Tub. Et enfin, une dernière image, donc plus tardive, de la fin du XVIIIe. Donc c'est une pièce de Samuel Foote. Et donc vous voyez à l'écran Punch, et donc on peut voir les fils qui dirigent ces marionnettes, même si tout cela reste assez difficile à voir. Donc l'évolution de ce personnage, ainsi que celle du théâtre de marionnettes en Angleterre, reste néanmoins un domaine largement négligé par la recherche et mal documenté, car peu de documents ont survécu. Les sources disponibles, telles que les coupures de journaux, les extraits d'essais ou les affiches, sont parfois difficilement exploitables. Et les archives sont bien souvent dispersées dans plusieurs bibliothèques ou collections, ou mal référencées. De plus, la grande majorité des textes des pièces dans lesquelles Punch apparaît ont disparu ou n'ont peut-être tout simplement pas existé, ce qui rend son évolution particulièrement difficile à retracer. On sait toutefois qu'à partir de 1662, Punch apparaît dans une majorité de pièces. Il devient au XVIIIe siècle un personnage incontournable des spectacles pour marionnettes, et son nom est utilisé dans les affiches à des fins publicitaires. Ses attributs physiques ou vestimentaires le rendent facilement identifiable dans les documents iconographiques de l'époque. Au XVIIIe siècle, Punch est partout et nulle part à la fois. Malgré son omniprésence, il reste une figure périphérique. Rarement au centre de l'action, son nom est souvent employé de manière allégorique pour dénoncer le côté immoral ou violent des spectacles de marionnettes par ses détracteurs. Cette présentation aujourd'hui vise à faire le point sur le personnage de Punch avant qu'il ne devienne le Punch des Punch and Judy shows.
Elle vise à explorer la manière dont Punch, personnage incontournable, demeure une figure marginale dans les spectacles de la fin du XVIIe et du XVIIIe siècle, qu'il soit en périphérie de l'action, en marge de la scène londonienne, ou qu'il se situe entre différents niveaux de fiction. Je vais pour cela faire un point sur l'introduction de Punch dans les pièces pour marionnettes britanniques à son arrivée et le développement des traditional shows, je vais en parler un peu plus tard, auxquels Punch est rapidement associé. Je passerai ensuite à l'évolution du personnage parallèlement à la création de nouveaux spectacles pour marionnettes et je terminerai sur la place de Punch entre le monde humain et le monde des marionnettes. Donc les premières traces des spectacles pour marionnettes, enfin de marionnettes en Angleterre. Si de nombreux documents d'époque font référence aux marionnettes, attestant ainsi de leur forte présence à Londres comme dans les campagnes, très peu d'indications sur les spectacles qu'elles représentaient nous sont parvenues. En réalité, très peu de traces de ces spectacles nous sont parvenues tout court aujourd'hui. On sait que des pièces étaient jouées, on connaît parfois leurs titres, recueillis de sources diverses, de diverses sources primaires, donc des affiches ou des registres, ou de manière plus indirecte, par des références à l'intérieur d'autres pièces jouées, comme dans les pièces de Shakespeare et Jonson, par exemple. Si l'on veut formuler des hypothèses sur le contenu des pièces, il est difficile de savoir précisément ce qu'il s'y déroulait. Les tout premiers textes de pièces pour marionnettes dont nous disposons aujourd'hui proviennent de pièces de théâtre de théâtre d'acteurs, dans lesquelles un spectacle de marionnettes est joué, dans un dispositif de pièces dans la pièce. Et ce sont aussi des pièces de dramaturges reconnus, dont les textes ont été imprimés. La plus vieille dont nous disposons aujourd'hui est Bartholomew Fair de Ben Jonson, jouée pour la première fois en 1614. Sans rentrer dans les détails de cette très longue intrigue, les personnages se rendent à la foire de Saint-Barthélemy pour assister à un spectacle monté par l'un des personnages principaux. Et il fait se côtoyer l'histoire d'amour entre Héro et Léandre et celle de l'amitié de Damon et Pythias. Un autre document, The Old True pour Monsieur Ragout, est une pièce de 1664 du dramaturge britannique John Lacey et il inclut une scénette dans laquelle un gredin français prétend être un marionnettiste pour échapper à des gendarmes. Il met donc en scène 3 petits actes où le roi d'Espagne joue de la cornemuse devant son conseil privé, alors que le roi Salomon rend son jugement. La reine de Suivland et la prostituée de Babylone rivalisent de lascivité, et le roi de Norvège et du Danemark enseigne à jongler à l'évêque de Mansera. Donc tout un mélange de sources. Et enfin, Thomas Duffy, dans sa traduction de The Comical History of Don Quixote, datée de 1694, adapte la célèbre scène pour marionnettes à un public britannique. Ces premiers textes de pièces restent des pièces pour acteurs, dans lesquelles des spectacles de marionnettes sont insérés. Elles servent alors d'arguments comiques et parfois de moyens de dénonciation du puritanisme chez Jonson, parfois du mauvais goût du public ou des propos licencieux qu'on trouve dans ces pièces, pour la pièce de Lacey, entre autres. Ce sont aussi avant tout des imitations de spectacles de marionnettes par des dramaturges issus du théâtre d'acteurs. Ces pièces nous donnent toutefois des informations sur les spectacles des marionnettes du XVIIe. On y trouve des références culturelles probables à d'autres pièces et d'autres marionnettistes, comme le Captain Pobbed dans Bartholomew Fair, mais aucune d'elles ne fait référence au personnage qui fait l'objet de notre propos aujourd'hui, Punch. Si cela ne paraît pas anormal dans le cas de Jonson, la pièce datant du début du XVIIe siècle, il peut être surprenant de ne trouver aucune mention connue à ce jour au personnage dans les pièces plus tardives. Punch n'apparaît pas dans ces pièces, mais ces derniers témoignent de l'existence de pièces pour marionnettes et donnent un aperçu donc de leur intrigue.
Les pièces pour marionnettes, et exclusivement pour marionnettes, existaient bel et bien à cette période. Les premiers témoignages attestant de la présence de punch sur le sol anglais dont nous disposons aujourd'hui donc apparaît dans le journal de Samuel Pepys auquel j'ai fait référence à l'introduction. Le 9 mai 1662, il décrit avoir assisté à un spectacle de marionnettes à Covent Garden. Il explique Thence to see an Italian puppet play that is within the rails there, which is very pretty, the best I ever saw, and great results of gallants. Donc, il explique. Donc, pour la première fois, il fait une référence à une pièce qu'il a beaucoup appréciée à Covent Garden. Quelques mois plus, donc l'historien du théâtre britannique George Speight pose dans The History of English Puppet Theatre que cette troupe italienne serait celle de Pietro Gimondi, je m'excuse pour mon accent italien, di Bologna, qui fait découvrir au public anglais le personnage de Pulcinello ou Punchinello en Angleterre, plus tard abrégé en Punch. Le 22 août 1666, Pepys assiste à un autre spectacle de marionnettes et le nom de Punch est cette fois clairement mentionné. After dinner and doing something at the office, I with my wife, Nip and Mercer by coach to Moorfields and there saw Polichinello, which pleases me mightily. And here I saw our Mary, our last chambermaid who's gone, etc. D'autres mentions à Punch s'ensuivent en 1667 et 1668. Le personnage apparaît ensuite régulièrement dans les pièces jouées en Angleterre. Bien entendu, les spectacles de marionnettes étaient joués bien avant l'arrivée de Punch en Angleterre. Le premier dont nous avons la trace aujourd'hui date de 1546 et il s'agit d'une pièce intitulée The Puppet Show of the Resurrection, jouée dans la cathédrale Saint-Paul de Londres et qui, selon le chercheur Martin Wiggins, aurait mis en scène la descente de l'Esprit Saint à la Pentecôte. On sait que les pièces inspirées de récits néo-testamentaires sont régulièrement jouées à l'époque, d'après les témoignages et les documents éphémères qui nous sont parvenus. Parmi eux, les titres The Creation of the World, donc la création du monde, The Chaos of the World, le chaos du monde, Jonas ou encore Dives and Lazarus reviennent régulièrement. Les récits néo-testamentaires occupent une place de choix dans le répertoire des marionnettistes, mais les pièces basées sur des événements liés à l'histoire de la nation sont presque tout autant représentées. Donc c'est un graphique qui a encore besoin d'être un petit peu retravaillé, mais où j'ai en fait collecté le titre des pièces que j'ai classées en fonction des thèmes principaux. Et on peut voir que les pièces inspirées de récits néo-testamentaires sont certes majoritaires, mais que toutes les pièces liées aux faits historiques ou à l'histoire de la nation sont clairement présentes aussi. Dès le début du XVIIe siècle, on peut ainsi assister à Puppet Play of London, donc la pièce pour marionnettes de Londres, Puppet Play of Queen Elizabeth, la reine Elisabeth. On trouve aussi des pièces inspirées du folklore, Patient Grizzle, Dick Whittington and his Cat, de la mythologie gréco-romaine avec Héro et Léandre, ou de certaines pièces de Christopher Marlowe, comme Tamburlaine, joué en 1600 et tiré de Tamburlaine the Great, écrit en 1587, et The Duke of Guise and Duke of Lorraine, qui aurait pu être inspiré de Massacre at Paris. Donc clairement un contact entre les pièces pour marionnettes et les pièces de la période élisabéthaine. Certaines pièces font même référence à l'actualité. L'intrigue de The Great Earthquake in Jamaica, le grand tremblement de terre en Jamaïque, joué à Londres en 1692, s'inspire du séisme survenu en Jamaïque le 7 juin de la même année. Ces spectacles étaient joués non pas dans la rue, mais dans des salles de spectacle installées dans des foires, des théâtres, des auberges ou chez des particuliers.
Si le titre des spectacles, et particulièrement ceux qui font référence au récit néo-testamentaire, pourrait nous mener à penser qu'il s'agissait de mystères, dans le sens de mystery plays, mis en scène par les marionnettistes, il n'en est rien ici. Si les deux formes théâtrales ont pu avoir des racines communes, ces spectacles pour marionnettes étaient avant tout comiques, et le personnage de Punch a rapidement été intégré à leur intrigue. C'est ainsi que l'on retrouve Punch et sa femme, alors appelée Joan, danser sur l'arche de Noé à la fin de la Creation of the World de Martin Powell. Ce type de pièce, une pièce inspirée d'un récit folklorique, mythologique ou néo-testamentaire, et que l'on appellera plus tard traditional shows, est souvent jouée au début du siècle, du XVIIIe, pardon. Si de nouvelles pièces à l'intrigue originale, cette fois, sont créées à partir du XVIIIe, elles n'éclipseront en rien les traditional shows, qui continueront d'être jouées jusqu'à la fin du XVIIIe siècle au moins. C'est le cas par exemple de Creation of the World, qui sera mis en scène régulièrement tout au long de la période. De même, Dick Whittington, pièce à laquelle Samuel Pepys a assisté le 21 septembre 1668, fut jouée en 1748 dans le salon de Madame de la Nash, appelé The Breakfasting Room of Madame de la Nash, qui semble-t-il ne serait autre qu'Henry Fielding, essayant de contourner la censure, avec Punch dans le rôle du maire de Londres, dans son Dick Whittington and his Cat, with the comical humours of Punch and his wife Joan. Donc si le titre donne une idée sur l'intrigue, il convient de faire preuve de prudence. Ces pièces puisent dans divers univers et il n'est pas rare que des personnes issues des récits néo-testamentaires côtoient les héros de la mythologie gréco-romaine et d'autres personnages issus de faits divers et d'époques différentes. L'un des points communs, toutefois, lorsque la présence de Punch est attestée, est sa personnalité, qui ne change presque jamais. Dès son intégration dans le théâtre de marionnettes anglais, Punch apparaît comme un personnage résolument burlesque. Il est colérique et violent, et sa déformation physique est régulièrement soulevée. On lui attribue souvent une paire de bottes, et très souvent, il amène sa femme aux enfers, enfin aux portes de l'enfer, dans une brouette, afin de mettre fin à ses jours. Alors là, on voit en haut à gauche, donc le deuxième personnage à partir de la gauche est Punch, hein, qu'on peut reconnaître grâce à son ventre protubérant, mais qui ne comporte pas toutes les caractéristiques que l'on vient d'énoncer. Et ça, c'est la gravure à laquelle je faisais référence, donc Southwark Fair de William Hogarth de 1734. Et si on regarde en haut à droite, on voit un spectacle de marionnettes que j'ai agrandi ici. Alors, je suis désolée, la résolution est très mauvaise quand on agrandit, mais on y voit la scène de la création ici. Vous voyez ma souris qui bouge? Oui. Avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden, et ensuite Punch ici, transportant Joan dans sa brouette, qui se dirige donc vers les portes de l'enfer. Donc Punch apparaît régulièrement dans les pièces pour marionnettes dès la fin du XVIIe. Il semble apporter une charge comique supplémentaire à des pièces qui sont déjà très régulièrement jouées. Comme le souligne Henry Colley, they shall publish wonders in their speech. Donc il parle d'autres marionnettistes ici. And all new and different from others. And when you come to see it, 'tis all alike, the same as it was 20 years ago. Saint George and the Dragon, the wisdom of Solomon, Patient Grizzle's spinning wheel, or Punch and his wheelbarrow, or a bundle of rags for a devil shook up and down in the state with a punch. Or perhaps Punch tells some in the company they kissed a girl in a corner, and vilifies one or two to make the rest laugh. Pour résumer,
Collier accuse les autres marionnettistes de promettre à leur public des représentations nouvelles et spectaculaires, mais qu'ils mettent toujours en scène les mêmes pièces, donc Saint-Georges et le Dragon, Punch et sa brouette. Il stipule que la qualité des marionnettes et des costumes est très mauvaise et que les intrigues grivoises ne sont pas dignes d'intérêt. Les propos du marionnettiste germanique, donc auteur d'un Orden of Faversham, qui retrace, selon ses dires, la véritable histoire du meurtre de Thomas Harden, est bien entendu exagéré ici, mais il est le reflet à la fois des titres régulièrement joués et d'une concurrence acharnée entre les marionnettistes. L'omniprésence de Punch dans les traditional shows encouragera les détracteurs du théâtre de marionnettes et leur supposé manque de finesse à en faire une allégorie de la grivoiserie et du mauvais goût. Punch devient ainsi l'allégorie du théâtre de marionnettes. Si le personnage semble être omniprésent dans ses spectacles, sa présence dans les titres et sur scène en témoigne, il est néanmoins un personnage foncièrement marginal. Il est incontournable, mais on peine à l'intégrer pleinement aux intrigues théâtrales. Le titre même des pièces le souligne. Bien souvent, le titre principal de la pièce est suivi d'une mention à Punch avec des formules du type With the comical humours of Punch ou bien Au punch out of humor, soulignant son caractère marginal et la difficulté de créer une intrigue qui tourne réellement autour de Punch. Vers la fin du XVIIe, ce type de titre se répand. On passe du Puppet Show of the Creation of the World, the Puppet Show of Rome, the Puppet Show of London, aux pièces avec Punch. Speight rapporte qu'en 1683, la pièce Jane Shaw, with the comical humor of Mr. Punch and his wife Joan, a été jouée à Londres au sein de l'Oxford Market par un marionnettiste du nom d'Austin. Jane Shaw, maîtresse d'Édouard IV, fut accusée de complot contre Richard III, et le personnage connu du public anglais apparaît dans le Richard III de Shakespeare et le Édouard IV de Thomas Heywood. Le titre de la pièce, Jane Shaw with the comical humor of Mr. Punch and his wife, laisse entendre que les personnages de Punch and Judy parodiaient les relations entre Édouard IV et Jane Shaw. En 1824, la pièce jouée par Southey voyait Punch jouer le rôle du boulanger, Baker. Il est donc difficile de savoir clairement quel rôle Punch jouait dans ces intrigues. Et s'il intègre régulièrement les intrigues de ces traditional shows, il n'en demeure pas moins un personnage périphérique dans l'intrigue, mais aussi dans la conception même du spectacle. La place de Punch et des spectacles de marionnettes de l'époque est par essence donc marginale. Les spectacles de marionnettes étaient souvent accompagnés d'autres pièces, d'autres jeux de scène et de prestidigitation. L'affiche publicitaire de John Harris, dont j'ai parlé tout à l'heure, imprimée vers 1700, en est une parfaite illustration. On y apprend que le marionnettiste, donc John Harris, manipule des marionnettes aussi grandes qu'un bébé de 2 ans dans une salle installée dans la foire de la Saint-Barthélemy. Il y joue The Court of King Henry II and the Death of Fair Rosamond with the merry humours of Punchinello and the Lancashire Witches, une autre pièce dans laquelle Punch est ajouté. S'ensuit une autre pièce traditionnelle du répertoire, Friar Bacon and Friar Bungay et son célèbre automate de tête de bronze parlante. Punch est certes présent sur l'affiche et dans la pièce, mais il n'en est pas l'attraction principale. Sur l'affiche, comme je le disais tout à l'heure, on le reconnaît à son ventre protubérant, mais sans le nez crochu ni les bottes. Il n'est pas impossible qu'il ait joué le rôle du serviteur Miles dans Friar Bacon and Friar Bungay, comme ce fut le cas dans la mise en scène de la comédienne devenue marionnettiste Charlotte Chalk en 1739, auquel nous reviendrons plus tard. De même, dans le journal littéraire The Plain Dealer, Aaron Hill et William Bond font la retranscription d'une affiche qui fait la promotion de la représentation de la pièce Hero and Leander, dans laquelle Punch est inséré par des marionnettes appelées acteurs artificiels.
de 5 pieds, pardon, donc à peu près 1,50 m. La pièce pour marionnettes est accompagnée d'autres danses, des gigues, mascarades et sarabandes, et d'un prestidigitateur allemand qui fait apparaître de l'or et des sacs d'un sac vide. Donc on le voit ici, et principalement à la fin. Before the play begins, there is a high German artist that takes an empty bag and turns it inside out, that you may see there is nothing in it, and then conveys showers of golden eggs out of it. Donc les pièces de marionnettes étaient toujours accompagnées d'autres petits spectacles euh, avant et après. Punch joue ici un rôle marginal à plusieurs niveaux. Il est en marge de l'intrigue de la pièce dans laquelle il est intégré et en marge du monde des marionnettes. On précise qu'il s'agit d'un live punch. Ressemblait-il à des acteurs ou était-il joué par un acteur? Il n'est pas non plus au cœur de l'affiche ni du spectacle annoncé. Le nom de Punch apparaît donc dans une grande majorité des affiches qui ont survécu. Il est employé à des fins publicitaires, comme nous l'avons vu, mais le personnage n'en est jamais le centre. C'est un élément promotionnel avant tout. On ne peut pas vraiment faire sans lui. On l'insère dans les pièces du répertoire déjà existantes sans qu'il puisse être intégré pleinement dans l'intrigue de la pièce, ni occuper le devant de la scène. C'est un dispositif théâtral bien plus qu'un personnage en tant que tel. Pour illustrer cette thèse, citons la pièce pour marionnettes Arden of Faversham dont j'ai parlé un peu plus haut. La pièce est inspirée du meurtre d'Arden par sa femme et l'amant de celle-ci en 1550. Le fait divers a donné naissance à une pièce anonyme de la fin du XVIe siècle dont l'attribution est incertaine. Je ne vais pas me lancer dans le débat sur l'autorité de cette pièce, mais en 1739, le marionnettiste Henry Collier, propriétaire de ces marionnettes lilliputiennes, publie A Short Account of Lord Sheen, Lord Shawlan and Mr. Thomas Arden. Un récit où le marionnettiste donne des indices sur la manière dont il a adapté Arden of Faversham pour son théâtre de marionnettes. Le récit nous apprend que Punch y joue l'aubergiste Adam Fell, propriétaire de l'auberge la Flower de Luce. Si l'on peut imaginer qu'il s'agit là d'un rôle comique, Collier ne donne que très peu d'informations sur ce personnage. Comme il revient sur les faits supposément réels du meurtre de Thomas Arden, il s'appuie en fait sur les chroniques d'Holinshed. Pour critiquer la pièce parue en 1592, il revient longuement sur chaque personnage pour le décrire, exposer son rôle dans l'intrigue et dans le meurtre, donner son avis et surtout donner des informations sur les marionnettes qui jouent le rôle du personnage. Seule une phrase vient décrire le personnage joué par Punch. Punch acts the part of Adam Fowle and is landlord of the Flower de Luce. Si l'on sait, d'après le découpage que Collier fournit à la fin de la pièce, qu'un tableau entier est dédié à Punch, on ne peut qu'imaginer le rôle comique qu'il y joue. On pourrait penser que l'intégration un peu maladroite de Punch à ces pièces est due au fait qu'on intègre un nouveau personnage à une intrigue déjà existante et des pièces qui font partie du répertoire des marionnettistes depuis des années, ou à des intrigues issues de pièces de théâtre pour acteurs. Ceci expliquerait sa place marginale en partie. Mais toutefois, les pièces créées dès le début du XVIIIe siècle indiquent que cette pratique continue, même s'il s'agit de pièces qui ont été créées par des marionnettistes et des pièces 100% pour marionnettes. Le début du XVIIIe siècle marque donc un tournant dans le sens où nous avons des traces plus précises et surtout des textes pour marionnettes. Il convient toutefois d'être prudent. Ils ont survécu à ces textes et nous donnent des informations sur les spectacles joués à l'époque, mais beaucoup d'autres textes n'ont probablement pas survécu ou n'ont tout simplement pas été écrits. Donc beaucoup de textes satiriques ont été imprimés pendant la période et ont survécu. Cela ne veut pas nécessairement dire qu'ils étaient plus joués que les autres ou que la majorité des pièces créées à cette époque utilisaient Punch comme un vecteur pour critiquer le gouvernement.
Donc tout est à prendre avec beaucoup de précautions. Le texte le plus ancien dont nous disposons aujourd'hui date de 1713. Donc le texte pour marionnettes exclusivement. Il s'agit d'une pièce originale par Powell intitulée Vénus et Adonis, enfin Venus and Adonis or the Triumphs of Love. Powell était un marionnettiste de Bath et a été très prolifique au début du XVIIIe siècle. Il s'agirait toutefois de la seule pièce imprimée de son corpus. Vénus et Adonis est un opéra burlesque où Punch côtoie les dieux de la mythologie classique. Il n'y joue pas le rôle principal et son histoire est parallèle à l'intrigue. L'intrigue principale, hein, les amours de Vénus et Adonis. Il joue au début le rôle d'un berger qui peste contre les dieux, l'amour et la poésie et se retrouve puni par Cupidon à tomber amoureux de Proserpine, qui nous dit la liste des personnages est jouée par un singe mort récemment. A Monkey Lately Dead. Proserpine meurt, plongeant Punch dans le désespoir. Jupiter rend visite aux enfers lui rend visite aux enfers pour la convaincre d'aimer Punch. Cette dernière accepte. Et donc Punch, qui est devenu Mars entre-temps, et Proserpine s'embrassent et remontent sur Terre. Le statut marginal de Punch s'opère ici à plusieurs niveaux. Et la liste des personnages le souligne bien, qu'il est indispensable. Mars, your old friend Punch, who from a coxcombly shepherd is transformed by Jupiter to the mock god of battle and bonded with the love of Proserpina. Si Punch a l'air d'être indispensable, your old friend Punch, il reste une fois de plus en marge de l'action. Il rejoint Proserpine en enfer, lieu auquel il est très souvent lié et lieu de l'entre-deux par excellence. Et la scène où Punch retrouve Proserpine serait-elle une réécriture du motif courant des pièces traditionnelles où l'on voit Punch, le mari violent, mener sa femme Joan aux portes de l'enfer? N'oublions pas que le personnage devenu Mars est éperdument amoureux d'un singe mort. Punch, berger prétentieux et rageur qui parle en prose, est rapidement remplacé par Mars, qui, lui, parle en vers. Si le nom de Punch est rapidement évincé de la pièce et que le personnage est élevé au rang de dieu de la mythologie classique, les vers rimés de ce dernier ne lui attribuent pas pour autant un caractère noble. Punch devenu Mars n'est donc plus Punch, ni réellement Mars, ou bien peut-être est-il les deux. Le caractère grivois de Punch transparaît tout de même dans les vers rimés de Mars lorsque la dernière tirade de ce dernier fait référence à leurs amours lubriques. Then take great Mars into thy arms, and thou shalt rifle of my charms. In wanton love whole nights will range, and now and then a whole will change. Let's now ascend with Jove above, and with our proclaim our love. Pardon. Le personnage de Punch est d'autant plus marginal dans les pièces créées à la même période. Les traditional shows conservaient leur titre et ajoutaient un sous-titre lorsque Punch était inséré dans l'intrigue, comme nous l'avons vu auparavant. Les pièces originales, procèdent de la même manière. Aucune trace n'indique l'existence d'une pièce qui porterait entièrement sur Punch. Prenons l'exemple de Burlesque upon Magistracy or Punch out of Humor. En français, pièce burlesque sur la magistrature ou Punch de méchante humeur, dont le texte a été imprimé à Londres et à Dublin en 1736. La page de titre indique que cette pièce anonyme pouvait être jouée à la Rioting House d'un certain Don Paraboka. Alors, ça reste une énigme encore pour moi à ce jour. Donc, si vous avez des hypothèses sur la Rioting House, n'hésitez pas à me les partager avec moi à la fin. Si Punch apparaît clairement dans le titre de l'œuvre, il joue une fois de plus un rôle périphérique et pourtant c'est une pièce créée.
Il est présent au début de la pièce. C'est le premier personnage que l'on voit. The first figure we present you is Punch, who seems to be in a great fury at some insult he heard had been offered to his sister Mopsa. Punch est donc en colère car sa sœur a été insultée. Il lui propose de se venger, mais cette dernière préfère se rendre au tribunal pour demander à leur père, le magistrat Gormoncho, de punir cet affront. Punch disparaît ensuite de l'intrigue et ne réapparaît plus. Indispensable pour incarner le burlesque, il demeure cantonné à la marge de l'intrigue. Le punch des créations originales, des traditional shows, enfin de ces créations-là, des créations originales, semble conserver quelques attributs de ces traditional shows. Il est violent, lâche et pas très malin. Il le dit lui-même, Mops, I own I'm slow of thinking, oft are my senses fogged by drinking. Nor is my courage the quickest, unless a tender point thou prickest, etc. Donc, il conserve toujours les mêmes caractéristiques. La pièce se termine sur un jeu entre les différents niveaux de fiction. La scène de dialogue entre Punch et Mopsa est suivie de l'entrée en scène de Gormoncho. La didascalie précise qu'il devrait porter des insignes royaux, mais que les voleurs ont attaqué les marionnettistes sur le chemin et les ont dérobés. Au tribunal, Gormoncho étudie une plainte contre des personnes inconnues pour avoir volé ces insignes. Et le magistrat promet de punir le coupable, puis traite l'affaire suivante, l'accusation de Mopsa. La jeune fille accuse Alagno d'avoir entonné une chanson grivoise sur sa fenêtre. Alagno fait alors irruption dans cette salle accompagné de 2 gendarmes, et Gormoncho n'est autre que le voleur qui a dérobé les insignes royaux des marionnettistes. Donc il y a plusieurs niveaux à l'intérieur de l'intrigue. Cette pièce est précurseur de l'évolution des pièces pour marionnettes dans lesquelles Punch apparaît. Des pièces où il est souvent utilisé comme un vecteur de satire, où les différents niveaux finissent par se mélanger, lui conférant une place d'autant plus marginale. Les traditional shows, toujours joués, se retrouvent peu à peu cantonnés aux foires et aux lieux privés, en marge de la scène théâtrale londonienne. De nouveaux lieux, tels que le Punch's Theatre de Powell, voient le jour. Ces lieux disposent de machines et de techniques pour pouvoir développer de nouveaux spectacles de marionnettes. De personnage colérique, burlesque et violent, Punch devient peu à peu chargé d'une lourde charge satirique. Les pièces à inspiration traditionnelle, comme Princess Elizabeth ou The Rise of Judge Punch, jouées en 1743 par le marionnettiste Godwin, sont rapidement accompagnées de pièces où Punch incarne une verve satirique à l'encontre du gouvernement. Il y apparaît moins rustre, moins violent, mais plus manipulateur. Même au cœur de la satire, il demeure marginal. On le place cette fois entre le monde des marionnettes et celui des hommes. Donc nous avons vu que le personnage de Punch n'est pas tant un personnage qui va nourrir l'intrigue, mais qu'il s'agit plutôt d'un médium ou d'un dispositif théâtral. Ceci se retrouve d'autant plus dans la moitié du XVIIIe siècle, alors que le gouvernement Walpole commence à subir des critiques. On retrouve ainsi Punch inséré dans des œuvres satiriques jouant le rôle, souvent mais pas toujours, d'un homme politique qui ne cesse d'abuser de ses pouvoirs. L'exemple le plus probant est la pièce Politics in Miniature, or the Humor of Punch's Resignation, un spectacle pour marionnettes tragicomique, farcesque et lyrique, nous dit la page de titre. La pièce fait la satire de l'homme politique Robert Walpole qui, à la tête de la Chambre des communes, jouait un rôle similaire à celui de Premier ministre. Le texte a été imprimé dans un numéro du Westminster Journal de 1741 de façon anonyme et son auteur n'a pas pu être identifié.
L'avant-propos qui précède le texte utilise la métaphore répandue du théâtre mundi qui compare le monde à une scène de théâtre. Ici, le gouvernement est représenté comme une troupe de théâtre de marionnettes dont Punch est à la tête. Le personnage qu'il incarne rappelle Robert Walpole, l'homme politique du parti Whig, conservateur. L'intrigue se situe dans un contexte politique bien particulier et reflète la chute de Walpole. En 1741, lors des élections générales britanniques, le gouvernement est affaibli, même s'il conserve une mince majorité. Et l'année suivante, le Walpole se voit contraint de déposer sa démission suite à une motion de censure qui renverse son gouvernement. Donc cette pièce a été mise en scène à Londres avec de grandes marionnettes, rich and large figures. Et Punch y joue un rôle tout à fait marginal, et même même s'il incarne le personnage principal de l'intrigue. Pour résumer rapidement l'entame de la pièce, Punch informe Master, le metteur en scène, qu'une partie de sa troupe s'insurge contre lui, alors qu'il a éliminé toute concurrence et occupé le devant de la scène pendant les 20 années précédentes. Donc c'est cette partie-là. Un lieutenant-colonel vient à sa rencontre pour lui demander d'être placé à la tête de son régiment suite à la mort de son colonel. Punch refuse, lui rappelant avec mépris qu'il ne siège pas au Parlement. Il offre ensuite le régiment à un duc qui voulait devenir militaire, donc une satire du gouvernement de Walpole en fait. S'ensuit une série de privilèges rendus à ses pairs. Le premier échange entre Punch et le personnage du metteur en scène est significatif. Je vous disais à cet endroit-là, I've been the hero of the stage for 20 years. I have acted the principal parts. I have diverted the public with several ingenious pranks, made heroic and witty speeches, knocked down those puppets that affronted me, kicked those off the stage that contradicted me, introduced those that complimented me. This have I reigned with distinguished luster at the head of your company of wooden politicians. Les tirades de Punch mettent bien en exergue son côté marginal. Même en jouant le rôle principal, celui qui rappelle le Premier ministre, Punch est toujours repoussé à la marge grâce à un jeu sur les différents niveaux de fiction. Il se situe ici entre le monde des humains, puisqu'il interagit avec le metteur en scène, de la pièce qui est censée être jouée, et celui des marionnettes, puisqu'il les dirige. Il est aussi rejeté par celle-ci, puisqu'il fait part d'un mouvement de révolte à son égard. L'histoire de Walpole est comparée à son statut au sein du théâtre de marionnettes, encore une pièce qui ne parle pas réellement de lui. Le dispositif n'est probablement pas nouveau. On peut facilement imaginer Punch interagir avec l'interprète des traditional shows, mais cet entre-deux se déploie d'autant plus dans les pièces du milieu du XVIIIe siècle qui nous sont parvenues. Un dispositif similaire est mis en place par Henry Fielding un peu plus tard. Des archives nous témoignent du fait que les pièces pour acteurs de Fielding étaient parfois adaptées au théâtre de marionnettes. Il a toutefois créé une pièce de théâtre dans laquelle une pièce pour marionnettes est insérée à la fin, de manière similaire à Bartholomew Fair un siècle auparavant. The Author's Farce with a Puppet Show called The Pleasure of the Town fut joué pour la première fois en 1730 au Haymarket Theatre. Le troisième acte de la pièce, donc, voit la mise en scène du spectacle de marionnettes par le personnage Luckless. Fait intéressant, l'intrigue se déroule dans le monde des morts, près du Styx, le lieu de l'entre-deux par excellence. Punch entre en scène et chante, au dépit de sa femme Joan qui menace de le battre pour qu'il cesse. Une scène héritée des traditional plays. Différents personnages entrent ensuite en scène pour une succession de courtes scènes comiques. Chaque personnage donne les raisons de sa mort
Et bon, je simplifie ici, la pièce se dénoue grâce à un Deus ex machina et une scène de reconnaissance complètement rocambolesque. Un envoyé du roi annonce que Lochless est en réalité le prince du royaume, ce qui lui permet d'épouser Harriet, la fille de sa propriétaire. La pièce se conclut sur une confusion des différents niveaux de la représentation. La marionnette Punch découvre ses liens de parenté avec la propriétaire de Lochless, qui n'est autre que sa mère. Ça demande un petit peu de réflexion, donc si vous êtes un petit peu perdu, c'est tout à fait normal. La pièce se termine toutefois en suivant les conventions. Punch est puni par le diable pour ses crimes. Good people all, strange things we do in this our burlesque puppet show. But strange as they appear to you, they are not stranger than they're true. Some critics of deep penetration may damn our mimic resignation, and say that our catastrophe does not with puppet rules agree. Vengeance for Punch's crimes should catch him, and at the last the devil fetch him. We have not brought this interview, but yet the devil may have his due. Donc ils ne vont pas représenter la scène où Punch est puni par le diable, mais il sera quand même puni. Ceci témoigne d'une certaine continuité dans la représentation du personnage, malgré l'évolution des pièces. À la différence des traditional shows, toujours présents mais désormais cantonnés dans les foires, les pièces pour marionnettes étaient jouées dans les théâtres, parfois patentées, comme nous allons le voir, usant de subterfuges pour contourner la loi de 1737, le Licensing Act, interdisant toute représentation d'œuvres dramatiques en dehors des théâtres patentés. On va venir donc à cette tension entre les acteurs, enfin, qui est aussi dans Fielding, entre le monde des acteurs et le monde humain et le monde des marionnettes. Et on va commencer en parlant de l'actrice et romancière Charlotte Shark, qui est aussi connue pour être la fille du poète lauréat Cole Seba, qui a entamé une carrière de marionnettiste. Malgré son travail en tant qu'actrice, Charlotte Shark dut exercer divers métiers pour gagner de l'argent et nourrir sa famille. Alors qu'elle ouvre son théâtre, Tennis Court, elle parvient à acquérir une licence, donc dans le cadre du Licensing Act, de sorte que son théâtre était l'un des seuls théâtres de Londres à cette époque à proposer des spectacles de manière légale avec Drury Lane et Covent Garden. Elle s'est également entourée de marionnettistes connus comme Hill et Yeats et jouait majoritairement des pièces issues du répertoire du théâtre pour acteurs, notamment des pièces de Shakespeare et de Fielding, ce qui introduisait une concurrence d'autant plus directe entre théâtre d'acteurs et théâtre de marionnettes, puisqu'il s'agissait de pièces similaires. D'après les recherches postdoctorales de Melissa Mello, Charlotte Shark utilisait le personnage de Punch dans des pièces où en fait elle utilisait les marionnettes pour faire des commentaires sur la société, le pouvoir et la place des femmes. Les avis sur la fin de la carrière de Shark en tant que marionnettiste divergent. Si Spade avance que son manque de compétences en matière de marionnettes et donc un manque de succès auprès du public aurait été la cause de la fermeture de son théâtre, Mello pose que Clark a dû mettre fin à ses activités avant la fin de la saison pour des raisons de santé. Quoi qu'il en soit, nous retiendrons donc la présence de Punch dans ses représentations miniatures de pièces appartenant à un répertoire pour acteurs, mais aussi de la perméabilité entre les deux types de théâtre, même au XVIIIe siècle. Pardon. Cette perméabilité est d'autant plus visible lorsque l'on étudie le cas du dramaturge britannique Samuel Foote. Si Foote est à l'origine issu du théâtre d'acteurs, il a écrit 2 pièces pour marionnettes, Tragedy à la mode en 1760, aussi représentée pour la première fois sous le titre de The Diversions of the Morning, et The Primitive Puppet Show, mis en scène en 1773 au Haymarket. Donc là, je dépasse un petit peu de
de des dates que j'avais annoncées au début. L'utilisation des marionnettes par Foote s'inscrit dans une visée satirique et il se sert des marionnettes pour critiquer le théâtre d'acteurs, tout comme Fielding. Dans Tragedy à la mode, dans la pièce de marionnettes insérée donc dans la pièce cadre, le personnage de Fustian dit avoir opté, pardon, c'est pas là-dessus, mais dit avoir opté pour des marionnettes pour se débarrasser des figurants, faciliter le travail du poète, diminuer les coûts et gagner du temps. Donc là, je citais une traduction que j'ai oublié de mettre sur mon PowerPoint. Punch n'apparaît pas dans cette pièce. Foot explique dans un autre écrit avoir écarté le personnage de cette pièce car il est trop mal poli. Mais il convient de mentionner ses travaux pour deux raisons principales. Suite à un accident de chasse au cours duquel Foot perdra une jambe, il reçut une compensation financière qui lui permit de devenir propriétaire d'un théâtre patenté, le Haymarket Theatre, de sorte que ses pièces pour marionnettes furent jouées de manière légale dans un théâtre patenté. En outre, la pièce n'a connu un réel succès que lorsque les marionnettes ont été remplacées par des acteurs accoutrés de manière ridicule, comme Tate Wilkinson le précisera dans l'édition de la pièce. When this piece was first acted by Mr. Foote with pasteboard figures, it entirely failed in the effect, but with performers, accoutred ridiculously pompous, and in fierce whiskers high tragedy, the effect of those dumb actors had assisted my imitation and received unbounded applause. Donc la pièce n'a connu un grand succès qu'à partir du moment où les figures de papier utilisées pour les marionnettes ont été remplacés par de véritables acteurs. Le jeu entre acteurs et marionnettes et la rivalité entre ces deux types de théâtre n'est pas nouvelle. La popularité de Punch dans les spectacles de marionnettes a rapidement mené à des tentatives de l'introduire dans les spectacles de théâtre d'acteurs au XVIIe siècle. D'après George Speight, la pièce pour acteurs The Sullen Lovers de Thomas Shadwell, inspirée de la pièce Les Fâcheux de Molière, jouée en 1668. Donc dans cette pièce, un petit gentleman comique est annoncé, un personnage joué par un garçon portant les vêtements de Punchinello ou Punchinello, qui traverse la scène, prend une chaise, s'assoit et danse une gigue, défiant les lois de la gravité et imitant les mouvements des marionnettes. Les premiers pas de Punch Actor sur la scène britannique ne semblent pas remporter un franc succès et relativement peu de pièces ont vu le jour avec Punch en tant qu'acteur. On le retrouve toutefois évoluer en parallèle du théâtre de marionnettes dans les pantomimes héritées de la Commedia dell'arte, où le personnage de Punch, joué par un être humain, apparaissait régulièrement aux côtés d'autres personnages emblématiques, Harlequin, Pantaloon, Scaramouche, Pierrot et Colombine. On le trouve ainsi dans plusieurs spectacles souvent joués à la suite des pièces principales, comme dans The British Stage or The Exploits of Harlequin, a Farce. Bon, je vais pas lire tout le titre qui est assez long. Mais donc ce spectacle joué en 1724 mêle les genres. Donc on y trouve des marionnettes, du théâtre d'ombre, des effets spectaculaires, nous dit la page de titre. Non, je l'ai pas encore lu. Et il emprunte les caractéristiques principales de Punch au théâtre de marionnettes, puisqu'on y retrouve donc sa brouette, le diable et le dragon. Sauf qu'ici, Punch monte dans la brouette en compagnie des marionnettes et Carlequin les tue. Dans la pantomime The Royal Chase or Merlin's Cave, jouée en 1736 et qui narre le mythe d'Europe et Jupiter de manière grotesque, Punch joue le rôle de Pluton. Il n'apparaît pas distinctivement, de manière distincte toutefois, puisque son nom n'est pas mentionné dans la pièce. Il ne prononce aucune réplique, mais entre et sort en compagnie des autres divinités.
La fin du XVIIIe siècle est aussi marquée par l'ouverture du Patagonian Theatre en 1676, un théâtre connu pour jouer des spectacles de marionnettes et des pantomimes, renforçant l'évolution parallèle entre punch marionnette et punch issu de la pantomime. Si le théâtre Patagonian, donc connu un franc succès et bon nombre de pièces ont été mises en scène au sein de l'établissement, il fermera ses portes dans les années 1790. Y a-t-il donc un punch ou des punchs? L'analyse des pièces et de leurs titres, ainsi que des documents éphémères, montre à quel point le personnage est omniprésent dans les spectacles de marionnettes de la moitié du XVIIe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe siècle au moins. Si le personnage est présent dans une très grande majorité de pièces, il n'occupe toutefois jamais un rôle central et est constamment poussé à la marge, que ce soit dans les titres, dans l'intrigue, en jouant un rôle secondaire, en partageant l'affiche avec sa femme Joan ou en se situant entre le monde des humains et celui des marionnettes. Si les pièces originales créées à partir du XVIIIe intègrent Punch dans des intrigues nouvelles et des contextes différents, on pense ici à la satire du gouvernement, il conserve toutefois les caractéristiques issues des traditional plays. Mais peu à peu, sa colère et ses accès de violence sont remplacés par d'autres attributs, un penchant manipulateur ou une dénonciation sérieuse du gouvernement, comme on peut le trouver de manière assez surprenante dans The Downfall of Sejanus de 1735. Punch est donc, de manière allégorique, le représentant de la violence et du farcesque du théâtre de marionnettes, tout en étant un personnage que l'on situe entre le monde des marionnettes et celui des humains, dans un rôle d'intermédiaire qu'il ne quittera finalement jamais. Les années 1770-1790 marquent, selon Speight, l'une des décennies les plus prolifiques du théâtre de marionnettes en Angleterre, notamment avec la programmation fournie du Patagonian Theatre et l'arrivée des Fantocini italiens. Ces marionnettistes semblent apporter des innovations techniques au spectacle de marionnettes, mais délaisser peu à peu le personnage de Punch et le pousser davantage en marge de la scène théâtrale londonienne, dans la rue, laissant peu à peu place ou plus de visibilité aux Punch and Judy shows des marionnettes again de la fin du XVIIIe. Et je vous remercie. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur toutes ces pièces, elles sont décrites dans la base de données du projet Puppet Plays. Voilà. Je vous remercie.